le principe de l'apport cession-remploi, en quelques mots, donc d'abord, considérons que le moment de la cession de l'entreprise, c'est un moment clé pour les dirigeants, pour les cédants, clairement, qui doit se préparer en amont parce qu'il aura des implications fiscales et patrimoniales qui vont être très nombreuses. Donc, dans ce cadre, il existe donc ce dispositif qui était jusqu'à présent un peu confidentiel, mais qui est de plus en plus reconnu et utilisé par les cédants d'entreprise. Donc, le dispositif qui est lié donc, aux dispositions de l'article 150 0 BTR du Code général des impôts. C'est un dispositif qui va permettre d'optimiser la fiscalité en réinvestissant une partie des fonds qui vont être reçus au moment de la vente de l'entreprise. L'idée, elle est assez simple, hein, c'est que le législateur va encourager les cédants d'entreprise à réinvestir l'argent issu de leur cession dans l'économie réelle, donc, notamment en finançant des PME et des ETI françaises, en contrepartie d'un cadre fiscal plus avantageux. L'idée, c'est clairement, hein, c'est du fléchage. Hein, on flèche de l'argent vers l'économie réelle pour éviter qu'ils sortent du circuit de l'économie réelle. Donc, on encourage avec une fiscalité fortement incitative. Si elle n'est pas utilisée, aujourd'hui, en cas de cession de l'entreprise, un cédant d'entreprise devra obligatoirement s'acquitter de la flat tax, donc qui est de 30%, sur la plus-value qui va être réalisée au moment de la cession. Donc, à titre d'exemple, prenons un dirigeant d'entreprise qui a une société qu'il cède pour 1 million d'euros, qui va réaliser une plus-value de 700 000 euros. Si cette plus-value de 700 000 euros est imposée intégralement à la flat tax de 30%, il devra donc payer 210 000 euros d'impôt, ce qui est loin d'être anecdotique. On a souvent la question de la part de nos clients conseillers en gestion de patrimoine si leurs clients cédants d'entreprise sont éligibles au mécanisme d'apport cession de remploi. La réponse, alors évidemment, elle est au cas par cas, mais dans le cadre général, elle est probablement oui. Tout simplement parce que pour être éligible au dispositif d'apport cession emploi, il faut que l'activité soit une activité commerciale. Donc, la définition est très large. Hein, ça peut aller de la PME industrielle, la société de services, une boulangerie, une pharmacie. Juste à noter, par exemple, je prends juste l'exemple des pharmacies. Il y a une petite particularité sur laquelle Maître Morazin reviendra tout à l'heure, mais pour les SEL donc, qui vont exploiter une pharmacie, il faut impérativement, avant la cession, apporter les titres à une société qui va être constituée sous la forme d'une FPFPL, une société de participation financière de profession libérale. Et si vous avez des clients qui sont aujourd'hui dans cette situation, je vous encourage et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout à l'heure à Maître Morazin. Le dispositif de remploi, c'est un montage qui est assez simple, mais qui doit respecter un ordre et une chronologie. Donc, il y a 4 grandes étapes dans cette chronologie. Tout d'abord, il faut créer une holding si le cédant n'en a pas encore, avant de vendre l'entreprise. Et ça, c'est très important. La holding doit exister avant la vente de l'entreprise, avant la cession. Ensuite, il faut que les titres de la société cédée soient apportés avant la cession à la holding. Ça, c'est très important. Donc, on apporte les titres de la société à vendre à la holding. Dans un troisième temps, donc, on va céder les parts de cette société qui étaient logées dans la holding. Donc, la holding va céder les parts de la société. Et enfin, la dernière étape qui est clé pour bénéficier du dispositif remploi de produits de cession, il convient de remployer 60% des fonds issus de la vente et qui sont déjà dans la holding dans les 2 ans suivant la cession. Donc, quand vous avez cédé, vous avez 2 ans pour remployer 60% des fruits de la cession. Et j'insiste sur les 2 ans, il faut vraiment préparer le schéma d'apport cession avant la cession. Parce que 2 ans, ça peut passer vite dans ce cas de figure. Et une fois que l'apport cession est réalisé, il ne faut vraiment pas trop attendre, car si la date limite est dépassée, il n'y aura plus rien à faire et vous serez entièrement exigible à la flat tax. Donc, c'est ce qu'on souhaite éviter aujourd'hui. Quelques schémas pour expliquer donc, en détail le mécanisme de l'apport cession. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'apport, tout d'abord, donc le dirigeant ou l'actionnaire qui détient les actions de la société qui va être cédée. Donc, le dirigeant, il va apporter, ça c'est ce qu'on voit dans le premier schéma, tout ou partie des titres de la société à une holding. J'insiste sur tout ou partie parce qu'il n'est pas obligé d'apporter 100% des titres, il peut en apporter qu'une partie, sachant que sur la partie non apportée, évidemment, il sera éligible à la fiscalité normale. Donc, seule la partie apportée à la holding donc, sera éligible au report d'imposition. La holding, ensuite, concernant la cession, donc la holding va procéder à la cession des parts à un tiers acquéreur et donc va recevoir le produit de la cession. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'argent reste dans la holding.
Et enfin, donc à proprement parler, leur emploi. Donc la holding, j'insiste sur le montant, hein, doit réinvestir 60% du produit de la cession dans les 24 mois, et j'insiste également sur les 24 mois. Et il peut le faire à travers différents dispositifs. Nous, à titre d'exemple, on vous propose le fonds Calao Participation numéro 2, qui prendra de manière indicative entre 12 et 20 participations dans des PME françaises, ce qui le rendra éligible au dispositif fiscal attractif. Et enfin, évidemment, il y aura un report d'imposition suite au respect des conditions mentionnées. Un autre exemple, donc, pour illustrer le propos, donc le fameux chef d'entreprise qui va réaliser une cession pour 1 million d'euros, donc il va réaliser un apport de ses titres vers la holding, qui elle est soumise à l'IS, et ensuite il va procéder à la cession pour 1 million d'euros. Donc vous le voyez là avec la souris, donc l'apport cession. Donc d'abord on apporte les titres à la holding, la holding va céder les titres, les fonds restent dans la holding, les 1 million d'euros sont dans la holding. Ensuite, donc dans les 2 ans, il doit remployer les montants issus de la cession. Donc sur ce million d'euros, il y a 60% qui doivent être employés de manière obligatoire dans des PME éligibles. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative pour profiter de ce dispositif attractif que de faire du remploi dans le respect des strictes conditions. Donc, soit à travers un fonds, soit en direct, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre alternative pour le cédant d'entreprise. Et également, donc vous le voyez là, les 400 000 euros qui vont eux rester dans la holding et qui peuvent être librement investis par le cédant. Donc sur ces 400 000 euros, il peut, s'il souhaite investir en immobilier, dans des OPCVM, des actions en direct, des obligations, il est libre, et c'est en ça que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine peut également être important à ce moment de la cession, c'est que il a une allocation à faire pour son client. Ensuite, donc, si le client a réinvesti donc, les 600 000 euros dans notre fonds Calao Participation numéro 2, au bout de la durée de vie du produit, donc au minimum de 5 ans, le fonds va céder ses participations et rembourser la holding du dirigeant. Donc, soit ça se fera en plus-value, et c'est ce qu'on espère évidemment, et c'est ce pourquoi on se bat tous les jours, soit au nominal, soit avec une valeur inférieure, ce qui peut également arriver. Euh, Dans le cas de la plus-value, prenons l'exemple d'une plus-value réalisée de 200 000 euros. Donc, le Calao Participation numéro 2 va rembourser 800 000 euros à ses porteurs contre un investissement donc de 600 000, donc avec une plus-value de 200 000 euros. Et là, je vais juste je vais passer la parole à Maître Morazin concernant la taxation finale de ces 200 000 euros de plus-value. Comment va-t-elle se faire, si elle se fait en direct à l'ISF ou via un fonds? Et je crois que il y a différents critères qui doivent rentrer en ligne de compte, et je laisse la parole à François. Alors, il y a une distinction à faire. Si on est dans le cadre d'un remboursement par le fonds, tout d'abord, les remboursements qui se font jusqu'au montant des apports ne donnent pas lieu à imposition. Donc, c'est comme si c'est le même mécanisme que pour des parts de fonds détenues par des personnes physiques. Tant que jusqu'au remboursement des apports qui ont été effectués dans le fonds, pas de taxation. Au-delà, imposition éventuellement à la plus-value. Une sous-distinction doit être faite. Une distinction doit être faite, sachant, on distingue suivant alors par hypothèse, les titres sont détenus depuis plus de 2 ans, depuis leur souscription, et il faut faire une distinction suivant que les titres des sociétés détenues par l'intermédiaire du fonds sont détenus à plus de 5% ou à moins de 5%. Si on est à plus de 5%, on est en titre de participation et on est complètement exonéré d'impôt sur la plus-value qui est distribuée par le fonds. Si la société est détenue à moins de 5%, on a une imposition à l'IS qui sera à 15% versus 28 actuellement pour le taux de droit commun. Pour vous donner une perspective, par rapport à si les titres étaient détenus directement par la holding du dirigeant dans une société, il faudrait également faire une distinction suivant qu'on a un titre de participation, donc plus de 5% détenu plus de 2 ans ou pas. Si on est en titre de participation, dans ce cas-là, dans une holding qui détient les titres d'une société IS, on a une imposition sur une quote-part de frais et charges de 12%, ce qui fait qu'on a une imposition effective à 3,4%. Et si on détient moins de 5% ou pendant moins de 2 ans, à ce moment-là, Pardonnez-moi, je ne sais pas si vous nous entendez parfaitement. J'ai l'impression qu'on a eu un petit souci avec Maître Morazin. Alors, attendez, hop.
Est-ce que François, vous nous entendez ou pas? Je vous entends très bien. Ah, pardon. Bon, bah écoutez, vous avez terminé? Oui, oui, c'est bon. Ah, pardon, il y a eu un petit décalage. Bon, alors Et il y écoutez, avait, il y a- je vais reprendre. Pardon. c'est possible. Et il y a eu une question sur des droits de succession et plus-value en report d'imposition. Peut-être qu'on traitera toutes les questions à la fin. Oui, ce que Ce je sera vous peut-être propose plus simple plutôt que effectivement, de les je vous traiter au fur et à encourage mesure. effectivement à poser des questions si vous le souhaitez et on y répondra globalement à la fin des interventions si ça vous convient. Donc, je vais reprendre la parole. Je vous remercie, Maître. Donc, évidemment, en cas de performance nulle ou perte, comme vous le voyez ici, il n'y aurait pas de taxation liée à ces moins-values. J'insiste, hein, je n'ai peut-être pas bien insisté sur ce point-là, mais les 600 000 euros, vous voyez, une astérisque, il faut réinvestir ces 600 000 euros pour les participations cédées à partir du 1er janvier 2019. Hein. Ça, c'est très important aujourd'hui. Hop. Donc, comment s'articulent les fonds dans la holding? Donc, je vous l'ai dit, les 60% à remployer. Donc, la holding du dirigeant a 2 ans à compter de la cession pour réinvestir au minimum 60% du montant perçu en investissant soit dans des PME en direct, soit dans un fonds qui va mutualiser plusieurs participations dans des PME. Et c'est ce que chez Calao Finance on propose aujourd'hui. Rappelons simplement que l'assiette qui va être considérée, c'est bien le montant de la vente, donc le produit de la cession, et pas la plus-value. Ça, c'est vraiment important. Parfois, on est interrogé sur ces questions-là. C'est bien le montant de la vente qui est pris en compte comme assiette considérée, et pas la plus-value. Et donc, je vous l'ai dit, les 40%, donc le portefeuille libre de la holding, donc ce solde de 40%, le dirigeant peut en faire sensiblement à peu près ce qu'il veut. Il peut investir dans tout type de support, que ce soit de l'immobilier, des OPC EVM. Et c'est vraiment à ce moment-là que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine peut être extrêmement important et décisif dans le cadre de cet instant qui est quand même assez particulier et important dans la vie du gérant d'entreprise. Donc, deux possibilités sur ces 60% donc, à remployer. Soit vous les faites en direct en investissant directement dans quelques PME de votre choix, soit vous le faites via un fonds. Alors, concernant l'investissement en direct, on va vous dire, nous, ce qu'on en pense. Et on trouve que c'est quand même un sujet qui est quand même extrêmement complexe pour une personne, entre guillemets, qui a d'autres activités, que d'investir en direct, à réaliser différents investissements donc dans des PME en direct. D'abord, il faudra que la personne veille elle-même à l'éligibilité juridique de ces investissements, car il y a parfois des exclusions sectorielles. De plus, il va devoir investir potentiellement dans une, deux, voire trois PME, parce que ça sera difficile de suivre plus de participation, ce qui va générer une très faible diversification. Ensuite, il faudra qu'il formalise un pacte d'actionnaires, donc ce qui doit être négocié, ce qui n'est pas toujours évident et simple. Notre vue chez Calao Finance, c'est ce qu'on fait tous les jours, investir dans une PME, c'est pas si compliqué que ça, mais par contre, en sortir et si possible avec des plus-values, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser de prime abord. Et enfin, il y a un sujet lié au pourcentage de détention, donc qu'il soit en augmentation de capital, donc aucun minimum ne va être demandé. En acquérant des actions d'une entreprise auprès d'un de ses actionnaires, là, c'est beaucoup plus contraignant, car il va falloir détenir au moins 33,33% du capital, donc un tiers du capital, et qu'aucun autre actionnaire n'ait directement ou indirectement un pourcentage supérieur de détention. Donc, vous voyez, il y a des critères juridiques et réglementaires à respecter et à bien avoir en tête. Et c'est pour ça que nous, on préconise plutôt d'utiliser des dispositifs dédiés au remploi de produits de cession, donc, comme des fonds, donc, comme le fonds Calao Participation numéro 2, parce que c'est des solutions qui vont être mutualisées, donc qui vont répartir le risque sur différentes participations et qui sont globalement plus simples à mettre en œuvre. Donc, je vous l'ai dit, la diversification, c'est une réduction du risque. Pour des cédants d'entreprise qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir, à l'issue de leur carrière professionnelle, céder et matérialiser le fruit de leur travail à travers une plus-value plus ou moins conséquente, l'idée, c'est pas de tout rejouer et de reprendre des risques en investissant sur un ou deux dossiers ou un ou deux secteurs. Nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est effectivement de répartir sur différentes participations, sur différents secteurs, et donc de le faire via un fonds mutualisé. Et en plus, nous, on a l'avantage, les participations, on va les accompagner, on va les suivre de leur financement jusqu'à leur cession. Donc, c'est notre travail, c'est d'accompagner des entrepreneurs à développer leurs entreprises et ensuite de pouvoir céder ces participations dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça demande tout un travail de suivi
un travail quotidien qu'il est difficile de faire pour une personne seule qui a d'autres activités par ailleurs. Et également, évidemment, ça permet, en investissant dans un fonds de remploi, de le faire directement, ça permet de bénéficier d'une sécurité juridique qui va être offerte à travers l'enveloppe FPCI sur l'ensemble du montage. Pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc je vous l'ai dit, le moment de la cession d'entreprise, c'est un moment important. Le point principal à avoir à l'esprit pour les gestionnaires de patrimoine, ça va être de bien sensibiliser leurs clients, dirigeants de PME, gérants de commerce, bien en amont, avant leur cession, afin d'optimiser cette solution le moment venu. À ce moment-là, l'interlocuteur naturel du chef d'entreprise, ça va être l'expert comptable. Mais comme il y a des interactions fiscales et patrimoniales, le rôle du gestionnaire de patrimoine, pour nous, il va être essentiel. Et si besoin, il pourra d'ailleurs s'adjoindre les services d'un fiscaliste pour vérifier que voilà, le montage est propre et bien carré. Ça va être un moment clé pour les clients, évidemment, qui va permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de leur proposer différents services à valeur ajoutée. Ça peut être de l'ingénierie patrimoniale pour préparer la cession. Ça peut se faire à travers des donations, des logiques de transmission de patrimoine. Ça va être également de définir la partie de la vente qui va faire l'objet de l'apport-cession. Donc, je vous l'ai dit, on peut vendre, on peut céder les 100%, enfin, on peut remployer les 100% qu'on souhaite, mais on peut également céder une partie des parts à la holding et en céder une partie en direct, ce qui reviendra à recevoir du cash directement. Voilà, donc il y a un arbitrage à déterminer avec le cédant d'entreprise pour décider comment il veut répartir le fruit de la cession. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a les fameux 60% qui devront être réinvestis en PME, donc à travers un produit ou en direct, un produit dédié comme un FPCI, ou en direct, donc investir directement en PME, et ces 40% de cash qui vont rester dans la holding, qui pourraient en faire l'objet d'allocations de la part du conseiller en gestion de patrimoine.